Donc, je vous propose de démarrer, ça fera venir les prochains arrivants. Merci encore de votre présence. Le programme, les Flash et FHF ont pour vocation de mieux faire connaître l'ensemble des parties prenantes au grand projet que représente Construire au futur, habiter le futur, à la fois dans sa dimension de gestion des actions et des partenaires. Aujourd'hui, trois présentations vont être réalisées. Celle de WaterConnect par Pascal Poncet, suivra ensuite Wise Building par Anthony Pinet et MapLab par Jean-Baptiste Chéneau. Pour éviter de perdre trop de temps dans ces interludes, je propose à Pascal de prendre directement la main. Merci à tous d'être présents pour cette présentation donc, de l'entreprise WaterConnect. Alors, on va commencer par présenter un peu l'entreprise. Donc, WaterConnect, sa proposition de valeur, c'est le rafraîchissement et le bien-être accessible pour tous. Et vous verrez que tous ces mots ont un sens par rapport aux innovations que nous pouvons proposer. Donc, on s'engage effectivement pour des villes plus vertes et inclusives. Et les solutions que nous proposons sont des solutions innovantes pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Alors, nous sommes entre autres les labels, j'en ai mis ici quelques-uns, hein. Nous sommes ambassadeurs du Fabriqué en Val-de-Marne. Nous faisons bien évidemment partie de la French Fab. Nous sommes membres de la communauté du Coq Vert, qui est une communauté pour les chefs d'entreprise qui s'engagent justement pour l'environnement, et nos produits sont bien évidemment certifiés Origine France Garantie. Ça a toute son importance, que nous sommes basés en région parisienne, à Valenton, dans le Val-de-Marne. Donc, nous recevons depuis la création de l'entreprise, depuis 2018, nous avons reçu énormément de récompenses qui soulignent nos contributions significatives au développement durable urbain. Et je vous en ai mis trois, qui sont les trois dernières. Donc, le trophée RMC, la radio RMC sur la PME la plus créative. Le dernier trophée qu'on a reçu, c'était les Green Solution Awards de Construction 21, pour lequel on a été sélectionné à la COP 28 à Dubaï. Et enfin, on a été sélectionné à la grande exposition du Fabriqué en France au Palais de l'Élysée devant 2500 candidatures. On a représenté notre département. Voilà, pour les récompenses qu'on a reçues. On en a reçu beaucoup d'autres depuis 2018. Alors, je vais vous présenter trois dispositifs. Le premier, il s'appelle le Kioskilo. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dispositif? C'est un rafraîchissement dans les quartiers sensibles, et ça a toute son importance parce qu'il y a dans beaucoup de quartiers, les enfants, les adultes ne partent pas en vacances. Et ce qu'ils aiment bien faire, souvent quand il fait très chaud lors des fortes canicules, c'est de casser les bornes à incendie. Ils trouvent ça rigolo. Et pour éviter cette dégradation, on installe pendant l'été, en une matinée, un dispositif totalement autonome et sans électricité. Une simple arrivée d'eau potable suffit, et on vient installer ça en cœur des quartiers sensibles pour que les enfants, les adultes puissent venir s'amuser en plein cœur de l'été. Et donc, ça fonctionne avec des boutons au pied. Alors, c'est pas open bar, hein, vous avez des dispositifs, des horaires, on rentre des horaires, ça peut être très bien 11 h du matin jusqu'à 21 h. Et dans cette plage horaire, vous pouvez venir appuyer sur les boutons et vous avez de l'eau qui sort, de la brillation qui sort par le sol et par le haut, et ça mouille, hein. Donc c'est vraiment fait pour lutter contre les ouvertures sauvages des bornes à incendie. Et donc c'est une réponse ludique et écologique au défi des canicules en milieu urbain, et notamment dans les quartiers difficiles. Donc on installe une trentaine tous les ans en région Île-de-France. C'est essentiellement de la location à partir du mois de juin jusqu'à septembre, octobre, jusqu'à l'été indien. Voilà. Alors, le deuxième dispositif que l'on propose, c'est la fontaine universelle Ma Source. Alors ça, c'est une fontaine issue d'un concours national de Haute-Paris, de la ville de Paris, de la Solidéo pour les Jeux olympiques. Et ils l'ont appelée la fontaine du 21e siècle, et on a gagné ce concours en 2020. Et donc, c'est une fontaine multifonction qui est modulable, multi-usage et donc éco-conçue. Donc, vous voyez, il y a différentes tailles, différentes propositions que l'on fait avec le même dispositif. Et une des grandes particularités de ce dispositif, c'est qu'il est accessible pour les enfants, pour les adultes, pour les personnes à mobilité réduite, pour les UFR, c'est les utilisateurs de fauteuils roulants, et même pour les animaux domestiques, puisque on a intégré du braille pour les malvoyants, et lorsqu'on a fait des séances, il y avait un de nos malvoyants qui a dit « c'est bien, mais moi, mon chien, il ne peut pas boire », donc on a rejeté une option animaux domestiques. Et donc cette fontaine fonctionne de la même façon que notre kiosque, hein, avec une simple arrivée d'eau potable suffit.
Et donc, c'est un mobilier urbain qui est autonome et qui est connecté à distance. C'est important pour les services techniques de la ville parce qu'ils peuvent à distance gérer la consommation de l'eau, mettre en place les horaires de fonctionnement, vérifier la température de l'eau, la mettre en hivernage s'il y a besoin, contrôler que les électrovannes sont ouvertes et fermées. Enfin, on fait beaucoup de choses. Et donc, ce dispositif, nous installons plus de 70 fontaines actuellement à Ville de Paris pour les Jeux Olympiques. Et donc, ça fera partie justement des ouvrages olympiques et de l'héritage des ouvrages olympiques. On a aussi des fontaines qui sont installées au plein cœur du village des athlètes à Saint-Denis. Donc, c'est une vraie solution clé pour des villes plus durables. Et donc, avec une seule fontaine, vous pouvez avoir plusieurs dispositifs. La fontaine de base, on peut y boire, on peut remplir ça à bouteille, donc c'est la loi AGEC. On peut se rafraîchir avec de la brumisation, on peut créer de l'ombre. Et puis, vous avez aussi une option avec les sols évapotranspirants en coquille Saint-Jacques. Donc, c'est un véritable oasis de fraîcheur. Et à la suite de ça, on s'est dit, ça c'est bien, ça on en installe partout, ces fontaines-là, multifonctions, multi-usages, hein, vous avez compris. Et on s'est dit, il nous manque quelque chose, parce que pour faire de l'eau, pour faire du rafraîchissement, il faut de l'eau, de l'ombre et de la végétation. Et donc, on a travaillé sur le projet à l'époque avec la ville de Paris sur les cours oasis. Et on a décidé de faire un nouveau dispositif en s'appuyant sur notre fontaine universelle MaSource. Et là, c'est plus qu'une fontaine, hein, c'est un véritable écosystème, parce qu'on retrouve au centre notre fontaine. Là, c'est le prototype que vous voyez en photo, qu'on a exposé à un salon à Deauville en fin d'année dernière et au salon Paysalia, et qu'on va décliner cette année. Donc, la ville de Valenton, sur laquelle on est installé, va être partenaire pour lancer ce nouveau dispositif. On a vu encore le maire ce matin qui est passé nous voir. Donc voilà, cette fontaine-là, c'est se dire, on va rajouter autour de notre fontaine, au centre, on va combiner l'eau, l'ombre, les végétaux et les bancs pour pouvoir se rafraîchir, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir échanger. Donc c'est un véritable oasis de fraîcheur intergénérationnel, un vrai lieu de repos, d'échange et d'innovation verte. Et en fait, on reconnecte la nature en ville. Et c'est notre tout nouveau dispositif qui va être, pour lequel on va faire une inauguration le 15 mai prochain dans nos locaux. Voilà pour l'ensemble de nos dispositifs, tout en sachant, je terminerai là-dessus, que ce dispositif est comme les autres, hein, il fonctionne sans électricité, sans rien du tout, une simple arrivée d'eau potable. Et les bacs à fleurs ou les bacs à plantes, ils sont alimentés directement par le cœur de la fontaine, dans ce qu'on appelle des olas. Et ça se gère automatiquement sans intervention extérieure. Voilà. Merci beaucoup, Pascal, de cette présentation Voilà, j'ai dû tenir dans mes 7 minutes, voire même un peu plus court. impeccable et Voilà. félicitations. Merci. Donc, Waste Building, une application pour rendre les immeubles plus intelligents pour l'ensemble des utilisateurs, des occupants de l'immeuble. Donc, moi, je suis Anthony Pinet, le fondateur de Waste Building. J'ai créé Waste Building en 2017. Aujourd'hui, on équipe à peu près une cinquantaine d'immeubles, que ce soit des immeubles de bureaux ou des campus d'enseignement supérieur. Et on est présent sur 5 pays, dont les États-Unis. Donc aujourd'hui, je rappelle vite fait un peu les enjeux pour remettre au centre notre solution qui est des fois un peu compliquée à comprendre. Les enjeux de l'immobilier aujourd'hui, il y a des nouvelles lois, des nouveaux décrets, tout autour de l'environnement qui amène à mettre des règles de plus en plus drastiques pour décarboniser les immeubles et être plus responsable, plus respectueux de l'environnement. Et aujourd'hui, on a un nouvel enjeu, c'est le contrôle des données qui sont générées par les immeubles. Donc, tous ces enjeux-là sont bien évidemment pour réduire la consommation énergétique des immeubles et leur empreinte carbone dans notre société. Actuellement, pour répondre à ces demandes-là, on va retrouver plusieurs solutions, donc des prestations de services différents types de maintenance. On va trouver différents outils digitaux, type des monitoring énergétiques ou des GMAO, donc c'est pour suivre la maintenance ou suivre les consommations énergétiques d'un immeuble, ou alors des améliorations techniques en ajoutant des capteurs d'IoT, par exemple, dans l'immeuble, ou en améliorant les systèmes déjà existants. Mais on s'est rendu compte qu'avec ces 3 piliers-là, ça ne suffisait pas pour atteindre les nouveaux objectifs de réduction de consommation énergétique des immeubles. Donc, est-ce que vous connaissez l'impact comportemental des utilisateurs sur les consommations énergétiques d'un immeuble? Elles sont super importantes. Petit exemple,
pendant la crise du Covid, on s'est aperçu que 40% des immeubles de bureaux consommaient la même chose vide qu'en étant plein. Donc, l'impact des utilisateurs est vraiment important et plus que de la maintenance des outils digitaux pour suivre les consommations énergétiques ou d'autres systèmes pour réduire ces consommations. Donc, améliorer l'expérience utilisateur des occupants d'un immeuble permet d'atteindre des objectifs vraiment inédits, type réduction de l'empreinte carbone, amélioration de la satisfaction des usagers. Donc, s'ils sont satisfaits, il y a une meilleure occupation de vos immeubles et meilleure gouvernance des bâtiments, donc pour les gestionnaires. Donc, pour ça, il y a une app, Waste Building. On a créé une application mobile à disposition de tous les acteurs de vie d'un immeuble, et qu'on soit promoteur, propriétaire, gestionnaire ou tout simplement l'occupant et l'utilisateur final. Donc, c'est une application qui est faite et qui a été réalisée pour s'adapter à tout type d'organisation de travail et à tout type d'immeuble. Donc, elle est efficace pour optimiser la gestion des incidents, les espaces et les équipements. Et on va retrouver tout un tas de données qui vont être créées et générées directement via l'utilisation de l'application mobile. Donc, l'application, elle est souple et connectée. On va pouvoir dedans réaliser toute l'architecture de l'immeuble, donc créer un immeuble, le découper par étage, par zone et par espace, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure synchronisation des espaces avec tous les systèmes environnants dans l'immeuble. Et donc là, on va avoir une totale interopérabilité avec l'immeuble, entre l'utilisateur final et les équipements techniques de l'immeuble. Donc, plus concrètement, l'application mobile pour les occupants, c'est quoi? On peut dématérialiser les badges, du coup, plus besoin de badge physique, on badge avec son smartphone. On peut se repérer directement dans l'immeuble. Quand on a un grand immeuble, c'est assez utile. On peut réserver tout type d'espace, que ce soit un flex office, un poste de travail ou des salles de réunion. On peut dématérialiser la télécommande de confort pour piloter la température, l'éclairage et même les stores électriques directement via l'application. On peut signaler un incident ou consulter les règles de sécurité directement via l'application mobile. Mais encore, maintenant, on a de plus en plus de parkings avec des bornes de recharge. J'ai un véhicule électrique, je veux arriver sur mon lieu de travail, j'espère qu'une borne est disponible. Maintenant, je réserve ma place, je suis plus confiant pour me rendre sur place. S'il y a des services environnants dans l'immeuble, je vais pouvoir réserver un cours de sport, utiliser un casier connecté, m'informer sur les actualités de l'immeuble ou des entreprises présentes dans l'immeuble. Et après, je vais pouvoir accéder à tout un tas de services type conciergerie et les commerces de proximité et donner mon avis sur ces prestations de services. Et enfin, là, permet de créer une communauté et d'avoir des échanges entre tous les occupants de l'immeuble grâce à une messagerie interne qui permet de communiquer vraiment sans les informations personnelles. Pas d'échange de téléphone ni d'adresse mail. Donc, tout est plus fluide et avec moins de réserve lorsque quelqu'un vient nous contacter. Alors, l'application est aussi indispensable pour le gestionnaire, car grâce à toutes ces données et à l'utilisation de l'application, on peut avoir une vision en temps réel de l'activité du lieu. Donc, l'occupation, l'utilisation des services, le ressenti des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent donner leur ressenti sur quelle est la température. Est-ce que la température est bonne? Est-ce qu'il y a des nuisances sonores? Est-ce que la lumière est assez forte? Ou est-ce que la qualité d'air est bonne? Et donc, avec toutes ces informations-là, le gestionnaire va pouvoir mettre en place des plans d'action qui vont permettre d'avoir une meilleure maîtrise et d'optimiser ses coûts d'exploitation. Ça ne sert à rien de chauffer un immeuble si l'occupation est très faible, par exemple. Et donc, tout ça, toutes ces données vont aussi permettre, et ces plans d'action vont aussi permettre d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc, c'est vraiment le but de faire une smart place for smart people. Donc aujourd'hui, le feedback qu'on a de notre solution, on a un taux d'utilisation assez fort, 90% en moyenne, sur l'ensemble de nos clients. Qui sont, voilà, je vous ai mis quelques références de certains de nos clients qui sont des gros acteurs, et on a bien évidemment aussi des acteurs un peu plus petits. Donc, on répond vraiment à toute une variété d'acteurs différents. On a fait un choix stratégique dès le départ, celle de construire une application native avec un code purement iOS et un code purement Android, ce qui permet pour nos clients d'avoir la garantie d'avoir une solution la plus flexible possible, la plus ergonomique et la plus connectée du marché. Aujourd'hui, on n'a pas eu un seul cas d'usage, un seul immeuble où on n'a pas pu s'intégrer et s'adapter assez facilement pour déployer notre solution et atteindre un taux d'utilisation de 90%. Alors, quel type d'utilisateur seriez-vous? Le sportif à la recherche du meilleur créneau à la salle de sport de votre immeuble, le chef de projet qui garde un œil sur les espaces de réunion disponibles, le gourmet à l'affût du menu du jour à la cantine, ou le frileux qui surveille la température des locaux?
Je vous remercie et j'attends vos questions à la fin de la présentation. Je passe la parole à Jean-Baptiste. Merci Stéphane, merci pour votre présence, pour écouter cette présentation. Moi, je vais, dans un cadre où on parle plutôt d'habiter et construire le futur, je vais vous parler de mobilité. Pourquoi? Parce qu'on habite nulle part sans se déplacer. Et pourquoi? Parce que la mobilité fait face à des enjeux très importants actuellement. On a un coût de la mobilité, notamment de la mobilité des voitures qui explose actuellement. Pour donner un chiffre, le prix des véhicules d'occasion entre 2019 et 2023 a cru de plus de 40%, ce qui est énorme et ce qui est révélateur en fait de la raréfaction des matériaux et des ressources énergétiques, et donc du coup des impacts économiques que ça peut avoir. Le deuxième enjeu, c'est qu'il y a une législation qui est de plus en plus contraignante pour les voitures thermiques. Je pense aux zones à faible émission, avec près de 40% du parc automobile qui est concerné. Et puis, des objectifs de décarbonation qui sont ambitieux, avec un secteur qui est le secteur des transports qui est le plus émetteur de CO2 actuellement. Et donc, du coup, face à tous ces enjeux, on voit bien qu'il y a des changements radicaux qui doivent être opérés. Et pour y parvenir, on a deux leviers. On a la technologie. Alors, on change d'énergie, on change de motorisation. Enfin, voilà, on améliore l'efficacité c'est-à-dire que ce n'est pas du tout antinomique, on change les usages et c'est là-dessus qu'on va travailler. On change les usages, par exemple, pour supprimer des déplacements qui sont inutiles et voire même pénibles pour les individus et notamment les salariés, ou on rend ces déplacements moins carbonés et même actifs pour un certain nombre d'entre eux. Et au-delà même, on peut aussi réduire ces déplacements. Bon, bref, pour aller plus loin, l'idée, c'est de regarder sous différents prismes. Ces changements d'usage, ils vont toucher les entreprises, les particuliers et les collectivités locales. L'idée, c'est pas de s'adresser uniquement à un segment de population, c'est plutôt d'avoir une vision finalement systémique des choses. Donc, je vais commencer par la question des entreprises. On a développé une plateforme qui vise à accompagner les employeurs, publics comme privés d'ailleurs. Donc, je parlais des entreprises, mais finalement, c'est plutôt les employeurs dont je parle. Et l'idée, c'est de les aider à mesurer les impacts des trajets des salariés, que ce soit à domicile, travail ou professionnel, sur plusieurs indicateurs. D'abord, l'empreinte carbone, mais aussi les temps de trajet, les coûts de déplacement et donc le pouvoir d'achat, et aussi les impacts sur la santé au travers de l'activité physique. L'idée, avec cette vision, on va dire, pluridisciplinaire, c'est de pouvoir toucher tous les enjeux de la mobilité. Et derrière, notre outil permet de se projeter, de réaliser des simulations d'une mobilité décarbonée. C'est finalement un outil d'aide à la décision qui va permettre de voir qu'est-ce qui se passe si je change de lieu de travail, c'est-à-dire je déménage d'entreprise, j'ouvre des bureaux satellites, je m'implante dans des tiers-lieux, qu'est-ce qui se passe si je change les horaires ou les jours de travail, qu'est-ce qui se passe si j'incite à une mobilité décarbonée vers le vélo, le covoiturage, etc. Et puis ensuite, évidemment, une fois qu'on peut identifier les objectifs à atteindre, les quantifier, on va pouvoir délivrer un plan d'action et mesurer les progrès réalisés au cours du temps. Donc ça, c'est un travail qu'on fait main dans la main avec les collaborateurs, grâce à une appli, mais aussi grâce à une approche qui combine finalement l'intelligence de la donnée via cette plateforme et l'intelligence collective via des ateliers embarquant directement les collaborateurs dans cette démarche. Voilà, ça c'est la première approche autour de l'employeur. Donc ici, quelques illustrations. On a la chaîne de déplacement d'un salarié. On va pouvoir, à la suite de ça, mesurer un certain nombre d'impacts. Donc ici, son empreinte carbone, ses temps de trajet, coût de déplacement et son activité physique. Regardez ça à une échelle plus macroscopique. Donc ici, à l'échelle d'entreprise, on a une cartographie des impacts des trajets des salariés. Donc, on voit en marron foncé, par exemple, toutes les personnes qui mettent plus de 2 heures à se déplacer au quotidien. Évidemment, on peut avoir ce type de cartographie pour tous les indicateurs. Et regarder aussi ce qui se passe. Voilà, donc là, on a un scénario d'un déménagement et on voit pour les salariés, on voit très rapidement, l'idée c'est que ce soit ergonomique, très rapide d'accès comme information, quels sont les gagnants et les perdants sur tous les indicateurs possibles, enfin tous les indicateurs existants, pardon, de ce changement de lieu de travail. Voilà pour cette rapide illustration de ce premier outil. On l'a vu, oui, donc on a près d'une trentaine de clients qui nous ont déjà fait confiance pour repenser leur mobilité. Et donc, on souhaite continuer évidemment à aller dans ce sens-là. Au-delà de cette question d'entreprise, il y a la question du particulier, avec l'idée du coût résidentiel. Alors, le coût résidentiel, c'est très simple. C'est le coût résidentiel de mobilité. On cumule le coût du logement, le coût de la mobilité pour obtenir ce coût résidentiel. Pourquoi? Parce que quand je m'implante quelque part, par exemple à la campagne, je vais être obligé de m'acheter une voiture, faire X kilomètres au quotidien pour aller travailler, déposer mes enfants à l'école et faire des courses. Si je suis en hypercentre, je n'aurai pas forcément besoin d'avoir une voiture. Mais évidemment, le pendant, ce sera le coût immobilier qui est associé. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on souhaite avancer. Pour illustrer la pertinence du propos, il y a des travaux universitaires du LET qui ont été engagés à ce sujet-là et qui sont intéressants parce qu'ils nous montrent que finalement, c'est près de la dépense de mobilité liée au choix
un choix de résidence correspondre à la moitié du choix du coût immobilier. Dit autrement, sur ce coût résidentiel, on a 2 tiers pour le logement et 1 tiers pour les transports. Donc, c'est considérable. Et comme si on reprend à ce qu'on a vu tout à l'heure en introduction, ces coûts risquent de continuer à augmenter et d'influer encore plus sur la crise du logement qu'on vit actuellement. Donc, pour nous, ça me paraît un enjeu considérable. Et on travaille déjà aujourd'hui avec des acteurs d'Action Logement sur cette question-là. Et notre ambition serait de créer un indice de coûts résidentiels qui cumule donc, du coup, ces deux coûts et à la manière d'un DPE permet d'identifier les localisations les plus pertinentes pour le ménage. Donc ça pourrait s'adresser au ménage, mais l'idée, c'est aussi d'accompagner les foncières ou les bailleurs sociaux ou les collectivités locales sur des choix stratégiques d'implantation foncière au regard de ces critères. Ça peut être aussi un outil utile pour identifier comment enrichir l'offre de logement au travers d'une offre de mobilité qui est associée. Donc voilà, on voit que les champs de réflexion sont larges et c'est là-dessus qu'on souhaite aussi se positionner. Je termine sur la question des collectivités locales. Ça reprend tout simplement notre idée autour de la mobilité des employeurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cet outil diagnostic de mobilité qu'on a exposé en premier plan. L'idée, c'est de le délivrer à tous les employeurs d'un territoire, de manière à pouvoir remonter ensuite la donnée à l'échelle du territoire et l'aider à mieux mesurer les flux de déplacement, les impacts de ces déplacements à l'échelle du territoire, et puis de pouvoir réaliser des projections pour agir par la suite et transiter vers une mobilité durable. Voilà, je crois que je vais dépasser les 7 minutes, donc je vais m'arrêter ici. Je vous remercie. Tout ça pour dire qu'on est aussi une équipe pluridisciplinaire et très à cheval sur l'idée d'innovation. Je vous remercie. Merci Jean-Baptiste. J'avais vu tout à l'heure Frédéric qui avait une question. Une question sur la première présentation. Excusez-moi, je suis arrivé en retard. Peut-être que vous l'avez dit sur les fontaines à eau. Je voulais savoir s'il y avait de l'énergie à côté de ces fontaines à eau ou pas. Non, justement, ce qui plaît beaucoup aux collectivités territoriales, c'est qu'elles fonctionnent toutes seules avec une simple arrivée d'eau potable. On n'a besoin absolument pas il n'y a pas besoin de tirer une arrivée électrique, pas besoin de compresseur, pas besoin d'armoire électrique. D'accord. Elles fonctionnent vraiment toutes seules. Entendu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question par rapport à l'une ou à l'autre de ces présentations ? Moi, j'aurais une question. En fait, pour Oui, les Emmanuel. trois. Pardon. J'avais levé la main, désolé, oui, toujours pour vous, Pascal. L'eau qui coule, elle va où? Plusieurs solutions. Le retour d'eau sur les fontaines, soit vous le mettez, le retour d'eau se fait dans le pied technique. C'est l'ARS qui nous avait demandé, parce que l'ARS ne voulait absolument plus avoir de robinet à l'extérieur avec une vasque de récupération dans le sol, parce que c'était un nid à moustiques. Donc nous, le retour, il se fait dans le pied technique. Et le retour d'eau, plusieurs solutions, soit dans les eaux usées, soit dans les eaux pluviales. Ce qui ne se fait pas en général, mais il y en a qui le font quand même. Et puis pour alimenter les plantes. Et donc, nous avons une solution, effectivement, avec des pavés en coquille Saint-Jacques, qui sont des pavés drainants. Et l'eau qui n'est pas utilisée vient humidifier ces pavés drainants. Et dans ce cas-là, vous avez un sol évapotranspirant. Donc, vous avez toutes les solutions possibles pour ce retour d'eau. Albert, tu avais levé la main également ? Absolument. Moi, j'ai une question pour les trois. Vous en êtes tout de votre développement en termes de chiffre d'affaires, en termes de... Voilà, vous en êtes tout. Moi, je vais répondre en premier. Écoute, nous, on vient de changer d'échelle, puisque comme on travaille maintenant on a travaillé là pour les JO, on installe plus de 70 fontaines pour les Jeux Olympiques. On a un contrat cadre pour 4 ans. Donc, on vient de changer d'échelle et puis on est en train de signer. Donc là, on rayonne essentiellement sur la région parisienne, même si on a installé des dispositifs un peu partout en France, sur Bordeaux, sur Nantes et Avignon notamment. Et là, on a signé des partenariats justement avec des distributeurs. Donc, on va encore changer d'échelle pour l'année post-olympique. Et comme on va en plus rentrer dans une année électorale pour les collectivités territoriales en 2026, monsieur et madame le maire vont vouloir embellir leur ville. Et donc, on est à peu près sûr qu'en 2025, ça va être encore une super année pour nous. Voilà. Oui, mais c'est quel niveau de chiffre d'affaires? J'ai un peu une idée. Là, on est sur un chiffre d'affaires à 1 million d'euros pour l'instant. Super, merci. Merci.
Pour Waste Building, nous, pareil, on a changé d'échelle. Entre 2022 et 2023, on a multiplié par 4 notre chiffre d'affaires. On n'atteint pas tout à fait le 1 million d'euros, mais presque. Et là, on est en plein développement aux États-Unis. Donc, on a une très forte traction et cette année, je pense qu'on va faire à minima un x2 sur notre chiffre d'affaires, voire x3 par rapport à l'année 2023 qu'on avait déjà multiplié par 4. Donc, on a une très, très forte traction par rapport à ça. Félicitations à tous les trois. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, vu qu'on a déjà dépassé un tout petit peu le créneau horaire. Albert? Moi, je leur poserais bien une question à tous les trois. Qu'est-ce qu'ils attendent de Construire le futur, habiter le futur? Ah, t'es dur. Bah ouais, mais en même temps, Pour la minute qui reste, non, mais Je vais vous c'est une répondre en excellente premier, question. alors. Il y a plusieurs Ouais, choses. je veux dire. Construire le futur, habiter le futur, c'est échanger déjà sur les problématiques qu'on peut avoir tous en commun. Et nous, on ne travaille qu'en réseau, de toute façon. On a construit notre entreprise avec mon associé en réseau. On travaille essentiellement que par ça. Donc pour nous, c'est super important qu'on puisse échanger sur. Et puis l'idée, c'est aussi de se faire connaître auprès de collectivités ou autres pour lesquelles aujourd'hui on n'est pas encore reconnu ou connu ou reconnu. Mais le fait de pouvoir échanger sur des problématiques communes avec d'autres chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément les mêmes projets que nous, mais on a toujours les mêmes problématiques et pour nous, c'est super important. Donc cette marche en réseau, et ça fait partie de notre ADN. Donc, construire le futur, habiter le futur. Pour nous, c'était important, surtout qu'on lance là une InnovUp expérimentation. Donc, ça fait partie aussi du dispositif. Voilà pour nous, Water Connect. Pour Waste Building, c'est aussi le fait de se faire davantage connaître, mais aussi de travailler en collaboration avec des projets ou d'autres acteurs avec lesquels on pourrait être en synergie pour avoir un produit ou un service complémentaire pour avoir encore plus d'efficacité et plus d'impact sur les projections futures ou sur les nouveaux projets qu'on pourrait avoir. Et donc, voilà, en gros, d'avoir une meilleure notoriété et puis surtout de co-développer. Nous aussi, on fait un InnovUp expérimentation. Donc, on est vraiment à la recherche de projets pour pouvoir éprouver notre solution, pouvoir l'améliorer et pourquoi pas faire des nouveaux développements qui pourraient servir à notre futur pour nous et pour améliorer les immeubles et les acteurs. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair. Mais... Et bien, à moi, du coup, à nous, tout simplement, penser la mobilité juste pour des déplacements, à mon sens, ça n'a aucun sens. On se déplace depuis un endroit vers un autre endroit, et notamment vers du bâti. Et donc, intégrer la notion du bâti, entre guillemets, le terme même de construction et construire et habiter le futur définit bien ce que ça veut dire. Et pour nous, c'était essentiel de pouvoir échanger dans cet écosystème. Et pareil, hein, comme ce qui a pu être décrit auparavant, l'idée, c'est d'avoir des opportunités de partenariat, de se faire connaître et de s'enrichir de réflexion et d'une approche méthodologique qui peut être différente, mais sur lesquelles, à mon avis, c'est crucial de pouvoir interagir pour que nos produits répondent aux vrais enjeux et aux vrais besoins. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à ces questions. Et effectivement, ça démontre bien la complémentarité des solutions et l'esprit de construire au futur, qui est à la fois une meilleure connaissance, mais également la pluralité des modes d'intervention pour effectuer la transition demain. Merci Water Connect, merci Waste Building, merci MapLab de la présence. Le prochain Flash FHF aura lieu le jeudi 25 avril à midi et je vous ai mis également les 2 événements que nous lançons cette semaine. Le premier qui se tiendra le 23 avril, accueilli par la région Île-de-France, le Conseil régional d'Île-de-France à l'auditorium pour une matinée sur les plateformes numériques, moteur de la transition des territoires, en lien avec une note de tendance pilotée par Orange Cyril et l'Université Gustave Eiffel. Et l'autre événement qui se tiendra le 29 avril avec une visite apprenante de sous-bois et qui est une action menée dans le cadre du programme Construire au futur, habiter le futur sur une réhabilitation en construction durable de l'école Jean Mermoz. Merci Charlotte également qui est présente et qui accueillera cette visite apprenante. Merci à tous de votre présence et à bientôt.